Nous avons parlé de collaboration sous l'angle pourquoi collaborer. Donc vous avez parlé de ça aussi dans les ateliers. Peut-être qu'on a déjà un peu débordé sur ce qu'on va aborder cet après-midi, mais ça aura été une introduction. Donc là, on va aller un peu plus peut-être dans le concret, dans le dur, puisque la question de cet après-midi, c'est comment collaborer. Donc on a un plateau d'invités encore plus large que ce matin et encore plus divers qu'on va commencer par vous présenter. Alors chaque année on accueille quelqu'un de chez Michelin, c'est la 4e année. Et donc c'est la 4e année qu'on a quelqu'un de chez Michelin, parce que ça nous permet d'avoir un regard sur ce qui peut se faire en grand, dans une entreprise où il y a la richesse de l'expérimentation, à la fois en termes d'organisation et puis d'horizons différents. Donc la première année c'était la responsabilisation, la gestion des métiers du numérique, la 2e année, le développement d'un réseau social interne. Et puis cette année Delphine Giraud va nous parler de l'expérience employée. Donc cette notion récente est mise en place à l'échelle de l'ensemble du groupe et s'intéresse à la façon dont chaque employé est accompagné tout au long de son parcours dans l'entreprise, donc depuis son entrée, son recrutement jusqu'à sa sortie, et puis avec ses différents cycles de changement de poste. Donc voilà, en veillant à ce qu'il trouve sa place, se sente intégré, ce qui participe à la socialisation interne et puis à un projet personnel qui va faciliter la collaboration. Alors quand on dit qu'on essaie d'avoir sur nos plateaux d'intervention la diversité la plus grande possible d'intervenants, on va passer de Michelin, 110 000 employés, à la compagnie en même temps, 0 employés. Et là, je crois qu'on aura atteint le summum de la diversité. Donc avec Sébastien Saint-Martin, qui est comédien et directeur artistique donc d'une compagnie de théâtre qui s'appelle En Même Temps. Et en même temps, il n'est pas du tout Emmanuel Macron, mais en même temps, il se trouve qu'il a un pied dans l'entreprise parce que parallèlement à ses études au conservatoire, il a fait aussi des études en école de commerce. Et il est coach, il intervient en entreprise sous différentes formes pour la formation à la prise de parole, des interventions de toutes sortes. Enfin, voilà. En tout cas, voilà, tu connais un petit peu les deux mondes, celui du spectacle et celui de l'entreprise. Et on a trouvé intéressant de le faire intervenir parce que dans les compagnies de spectacle, donc, on emploie des intermittents du spectacle qui, par définition, ne sont pas permanents. Et pour chaque nouveau projet, on forme une nouvelle équipe et il y a peut-être des choses. Pour avoir moi-même travaillé dans le spectacle, je sais qu'on travaille au projet sans le savoir, mais on a plein de savoir-faire. Donc Sébastien va nous parler de ça. Ensuite, nous accueillons Thierry Yalamas, donc le dirigeant de Filmeca, une société d'ingénierie basée à Cournon, dont Arnaud Malioche nous a déjà parlé ce matin. Donc comment cette collaboration entre une agence de communication, une société d'ingénierie et un laboratoire de recherche a-t-elle été possible? Donc c'est dans le cadre, on a déjà parlé ce matin, du cluster Auvergne Efficience Industrielle que ça a débuté. Donc Thierry Yalamas, en tant que fondateur de Filmeca, va nous expliquer le principe de cette forme de réseau qui regroupe donc, sur un territoire les acteurs d'une même filière pour leur permettre de travailler ensemble et de se développer à travers leur solidarité et leur complémentarité. Alors une autre forme de collaboration, ce sont des collaborations entre indépendants finalement, et on a un indépendant, un auto-entrepreneur avec nous, Quentin Centenard. On a trouvé ça intéressant aussi, surtout ici à Épicentre, où c'est finalement le principe, c'est qu'on est beaucoup de travailleurs indépendants, mais qui se côtoient tous les jours, qui se connaissent, qui se rencontrent et qui finissent par travailler ensemble. Et Quentin, il nous expliquera ça, mais il collabore à plusieurs niveaux. Donc c'est un coworker qui est resté chez nous pendant 2 ans, je crois. Bon, il est passé chez un concurrent récemment, mais on ne lui en veut pas et on le réinvite. Et pour finir, donc, on aime bien aussi avoir le regard d'un chercheur sur nos questionnements. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Claude Casalegno, qui
qui est professeur en management et développement des ressources humaines à l'École supérieure de commerce de Clermont, et qui est aussi consultant auprès des entreprises. Donc ces thèmes de recherche portent sur l'imaginaire dans les organisations et l'évolution des pratiques managériales. Et Jean-Claude est aussi le fondateur du web magazine Les 4 temps du management. Et maintenant aussi le fondateur des Phosphoriales. Alors pour commencer, on va essayer de vous faire parler un petit peu de la façon dont vous collaborez les uns les autres. On va peut-être commencer par Delphine, donc on va prendre par le groupe le plus important. Comment on collabore avec 110 000 personnes réparties dans le monde entier. Donc vous allez nous parler de votre partie de l'expérience qui est l'expérience employée. Vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? L'expérience employée. Alors c'est effectivement, comme tu l'as dit Frédéric, c'est nouveau, c'est arriver à fédérer les employés autour de ce qu'on appelle déjà un parcours. Et avant ce parcours, ça va être une promesse qu'on fait aux candidats qui vont arriver dans l'entreprise. Et puis cette promesse qu'on fait, on va l'écrire et on va faire qu'elle devienne réalité au sein d'un parcours. Donc ce parcours va être constitué de temps forts dans la vie de l'employé. Ça va être son accueil dans l'entreprise, puis après ses débuts de collaboration, ça va être après comment ça se passe dans l'équipe, comment ça se passe avec le manager, comment la personne se développe, comment cette personne après un poste a envie d'aller vers autre chose, donc comment on l'aide à trouver autre chose, et puis à quitter son poste pour aller vers d'autres aventures, alors soit un autre poste, soit quitter l'entreprise. Donc ce parcours, c'est avec des moments forts, des moments particuliers dans la vie de l'employé, et on va le structurer, on va essayer que chacun aussi en région et en local puisse apporter sa touche, avec sa culture, avec le contexte économique de la zone ou la structure qui accueille l'employé, et s'assurer que la personne arrive à se développer pour justement trouver une richesse dans son travail. Et ce qu'on croit, c'est qu'en symétrie des attentions, cette richesse va aussi être visible par nos clients. C'est-à-dire que le développement de la personne sera un facteur de réussite dans son travail et donc sera visible de l'extérieur. Donc la collaboration à différents niveaux, accompagnée, donc on a quand même une structure, on est une grosse structure, et on essaye d'apporter quand même de l'attention aux employés, de pouvoir leur garantir un certain cadre d'évolution sur leur parcours qui sont très très nombreux dans l'entreprise, mais de le structurer au central et de laisser un espace de liberté en local pour pouvoir adapter par rapport à chacun, par rapport à son évolution, son rythme de vie, et puis aussi ce qu'on a envie de réaliser, ce qu'on a envie de faire. On va essayer de vous faire répondre les uns des autres. Alors par exemple, Sébastien, est-ce que tu peux nous expliquer aussi en 2 mots comment ça se passe quand un projet se met en place? Donc là, il n'y a pas forcément le temps d'accueillir, d'intégrer, de créer une culture commune. Comment ça se passe pour un projet de spectacle? Alors, c'est vrai que quand Marie-Pierre, tu m'as demandé de participer à cette table ronde, j'ai eu du mal à imaginer ce qu'il pouvait y avoir dans le fonctionnement des compagnies artistiques d'intéressant peut-être pour l'entreprise. Et puis, je me suis rendu compte que peut-être intrinsèquement, il y avait des choses qui étaient des leviers de collaboration qui pouvaient être intéressants de partager. Ce qui se passe, et tu l'as dit, c'est que on a cette agilité, si on peut utiliser ce mot, de fonctionner sur chaque projet avec des équipes qui peuvent permuter dans leur rôle. Et quelqu'un qui un jour est comédien peut devenir sur un autre projet metteur en scène, dramaturge, regard extérieur. Et en prenant cette fonction, eh bien, il met en œuvre des qualités différentes. Et on est suffisamment habitué à cette rotation des rôles que finalement on est assez exercé à ce mouvement-là de dire sur tel projet je joue tel rôle, même si c'est un micro-projet, et il se trouve que c'est relativement bien accepté par l'ensemble de l'équipe et que ça fonctionne assez vite. Ça fonctionne aussi assez vite parce que
peut-être aussi que dans les structures artistiques, les compagnies de théâtre que je connais, les rôles sont assez clairs. Bon, évidemment, il y a les rôles des acteurs qui sont dans un spectacle, mais chaque fonction est relativement claire dès le départ. Il n'y a pas besoin forcément de passer beaucoup de temps à créer ce socle commun dont on parlait tout à l'heure. Le regard extérieur, le dramaturge, le metteur en scène, celui qui s'occupe de la création de lumière, voilà, le scénographe, tout le monde sait exactement quel est le périmètre de sa fonction. Donc ça, je pense que ça facilite aussi cette rapidité dans l'exécution et la mise en œuvre de la collaboration. Et puis, et après peut-être qu'on pourra développer un certain nombre de points, mais pour terminer rapidement, une des caractéristiques aussi que j'ai retrouvées ce matin dans vos propos ou dans les enjeux qui étaient soulevés, c'était de dire que finalement derrière la collaboration, il y avait aussi quand même une vision qui était portée par un leader qui dans le théâtre s'appelle le metteur en scène, qui a une vision vraiment artistique de ce qu'il veut obtenir, mais il veut l'obtenir, il n'a pas forcément la vision concrète de ce qu'il va obtenir à la fin, mais il veut s'engager dans une direction. C'est un parti pris qui est très clair, qui est très engagé. Et il va solliciter la collaboration de chacun, y compris des acteurs, pour qu'ils puissent apporter leur propre touche, leur propre créativité. Mais c'est la cohabitation de cette vision-là, très affirmée, et du travail de collaboration qui va créer le spectacle final. Donc pour nous, assez naturellement, il n'y a pas d'opposition entre la vision exprimée par une personne forte et la collaboration qui s'ensuit. On peut peut-être ajouter aussi que pour un projet de spectacle, donc on part de 0 salarié dans la structure, et pour chaque projet, on va prendre les bonnes personnes, les bonnes compétences pour ce projet. Et ça me rappelle un petit peu ce qui a été dit ce matin par Arnaud Maillauche sur le projet qui a été développé avec FIMECA et avec le laboratoire mathématique. Et c'est peut-être un petit peu la vocation d'un cluster d'avoir ce rôle-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça se passe dans un cluster ? Oui. Alors sur le cluster, donc il s'agit du cluster Auvergne-Efficience Industrielle, donc qui avait été créé il y a quelques années et qui avait comme mission, qui lui était donnée par la région Auvergne à l'époque, de favoriser le montage de projets collaboratifs. Donc c'est-à-dire que notre feuille de route, ce qui nous était demandé, c'était pas de faire de l'animation de filière faire se rencontrer les gens qui font la même chose, comme ça peut être fait dans d'autres cadres. C'était vraiment de faire émerger des projets d'innovation entre acteurs différents. Et donc, pour rebondir un peu sur ce qui était dit juste avant moi, en fait, ce qu'on a constaté, c'est que pour qu'un projet marche bien, en fait, il faut qu'il y ait un vrai partage sur l'objet du projet. C'est-à-dire que ce ne soit pas simplement la rencontre d'intérêts communs à un instant T, mais que ce soit bien, d'une certaine façon, un but commun qui soit recherché. Collaborer, je n'ai pas fait beaucoup d'études littéraires, mais je comprends vite que ça veut dire travailler avec. Je pense que pour bien travailler avec, il faut travailler pour le même pourquoi, en fait, avoir le même objectif. Alors ça ne veut pas dire indéfiniment, mais ça veut dire qu'avoir au moins un ou des objectifs communs, clairs, partagés. Donc ça c'est vrai à l'échelle des projets, et on s'aperçoit aussi que c'est vrai à l'échelle au-dessus, à l'échelle d'un cluster, à l'échelle d'un pôle de compétitivité, etc. Donc on est là par exemple en ce moment en plein dedans, avec toujours sous l'impulsion des régions et de l'État, le fait qu'il y a un certain nombre de clusters ou de pôles de compétitivité qui se regroupent. Et forcément, la question qui se pose à chaque fois, c'est oui, on se regroupe parce qu'on nous pousse à le faire, mais au final, une fois regroupés, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Pourquoi faire? Voilà. Donc ça, c'est, à mon sens, vraiment les questions importantes auxquelles répondre. Et si je peux me permettre, je rebondis aussi sur la première intervention, là, sur la notion d'expérience salariée. Moi, j'ai beaucoup moins de collaborateurs, on est une trentaine, mais on a exactement la même question qui se pose. Je pense que c'est en partie sociétal aujourd'hui. Les gens qui viennent travailler ne se considèrent plus forcément comme des salariés, mais bien comme des collaborateurs de l'entreprise. Et donc il y a vraiment une attente
d'apporter quelque chose, de sentir qu'on apporte quelque chose à l'entreprise, mais aussi que l'entreprise nous apporte quelque chose. Et donc vraiment d'être perçu comme une partie prenante de l'entreprise à part entière. Et donc quand on a 30 personnes, ça fait moins de personnes à s'occuper, mais par contre, une des difficultés, c'est bien justement de savoir trouver des réponses un petit peu originales, parce qu'elles sont peut-être un petit peu moins, entre guillemets, toutes faites, avec des évolutions qu'on peut imaginer plus faciles dans un grand groupe. Au bout de quelques années, pouvoir proposer quelque chose d'un peu nouveau qui continue de nourrir finalement la personne. Voilà. Alors le dernier retour d'expérience, c'est Quentin. Toi, tu n'as pas le problème de rassembler tes collaborateurs en interne, mais plutôt de choisir tes collaborateurs. Comment ça se passe? C'est ça. Oui, alors du coup, pour nous, pour moi, collaborer, c'est plutôt essentiel. C'est une façon de survivre. En tant qu'indépendant, on a une expertise, on a un domaine de savoir-faire. Et sur des projets pluridisciplinaires et sur des appels d'offres ou tout simplement un projet, on a aujourd'hui besoin d'apporter un certain nombre de compétences, notamment dans la communication. Et voilà, collaborer aujourd'hui, c'est une façon de survivre, c'est une façon de travailler ensemble et de s'entourer des bonnes personnes. Donc l'espace de coworking est une très bonne réponse dans ce sens-là. On a fait 2 ans à Epicentre. Et surtout, on a une manière un petit peu différente de travailler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je travaille au sein d'une agence de communication qui s'appelle Le Duplex. Et en fait, on est 2 auto-entrepreneurs et on se partage des factures. Pour le faire grossièrement, ça veut dire que nos envies personnelles et nos inspirations personnelles ont fait qu'aujourd'hui, on n'était pas dans la capacité de créer une société, chose qui va arriver dans quelques mois, je l'espère. Mais du coup, on a commencé à collaborer comme ça, sous un même nom commercial et créer des offres communes, créer des prestations communes avec un ami d'enfance. On s'est rencontrés il y a 20 ans et on a décidé il y a 3 ans de dire on va peut-être faire quelque chose ensemble. Et de cette idée, de fait de collaborer tous les jours et collaborer ensemble pour chercher des compétences à additionner à ce qu'on pouvait faire, on s'est dirigé vers les espaces de coworking, on s'est dirigé vers des personnes qui avaient les bonnes compétences. Et aujourd'hui, on est capable de s'entourer sur un projet d'une dizaine d'indépendants différents pour répondre à un unique projet. Et je reprends justement tous travailler pour le même pourquoi. J'ai juste oublié de dire que tu es graphiste et que donc tu collabores avec Thibaut qui lui est développeur web. Donc voilà, c'est dans ce domaine-là que vous êtes. Et effectivement, ici vous avez côtoyé un certain nombre d'autres compétences que vous associez de façon... Sur tous les projets, aujourd'hui à Epicentre, on peut parler de 2 personnes qui, sur chaque proposition, chaque rendez-vous commerciaux qu'on peut avoir, seront cités. Donc ça veut dire que nous, on a 2 personnes de confiance qui travaillent dans Epicentre, on les appelle toutes les semaines ou voire tous les jours sur différents projets. Donc c'est une forme de collaboration en externe, on va dire. On va peut-être demander à Jean-Claude Casaligno peut-être une réaction générale à ce qu'il a entendu, est-ce que ça peut lui inspirer? Merci, parce que effectivement j'avais pris quelques notes et je préfère réagir. Ouais. Déjà la première réaction par rapport à ce que vous avez évoqué, la symétrie des attentions. Bon, c'est un concept qu'on voit émerger aujourd'hui, mais qui est déjà apparu dans les années 90 avec le service management. Donc, notamment, c'est Jan Carlson qui, à ma connaissance, a été un des premiers à l'introduire dans les entreprises en Suède quand il a racheté la compagnie SAS, justement, et qu'il a proposé le renversement de la pyramide. Bon, donc en fait, j'ai trouvé intéressant que vous évoquiez cela, parce qu'on l'entend de plus en plus, et il y a quand même une métamorphose, un renversement qui est en train de s'opérer dans le domaine dans les organisations, dans le management. Donc on suit particulièrement. Du coup, alors comme on suit toutes ces expériences, j'ai pu reconnaître aussi à travers ce que vous avez exprimé le modèle de la sociocratie, même si, bien entendu, vous vous inspirez peut-être pas directement, mais cette capacité à changer de rôle comme ça, avec autant d'agilité et de souplesse, alors que dans les organisations classiques, on est quand même un peu amidonné dans des descriptions de postes. Enfin, je trouve que c'est tout à fait en lien avec cette approche plus démocratique, d'une certaine façon. Hein. Voilà. Ensuite, Philippe, quand il s'est exprimé... C'est Philippe votre prénom, non? Thierry. Thierry, bon, je me trompe régulièrement. Pour tout le monde, d'ailleurs.
compris, et peut-être parfois pour moi-même, mais bon, c'est un autre sujet. Donc Thierry, en fait, pour moi, ça a évoqué la logique de don. C'est-à-dire ce qu'on voit apparaître dans les organisations, j'ai l'impression, c'est qu'on recherche quand même un engagement assez profond de la part des personnes. Donc c'est sûr qu'Alain Caillet, par exemple, a beaucoup travaillé là-dessus. Il a écrit, je crois, un bouquin qui s'appelle L'anthropologie du don et le management. Et en fait, justement, il remet en question l'arrogance managériale qui ne permet pas de mobiliser cette dimension dont on a besoin aujourd'hui, parce que le monde est tellement compliqué que ce n'est pas avec de simples exécutants qu'on va pouvoir résoudre tous ces problèmes. Donc ça nécessite de mobiliser quand même beaucoup d'intelligence, beaucoup de créativité, et celle-ci, elle relève non pas du contrat, parce que ce sont des choses qu'on peut très bien garder pour soi, ça relève du don, et c'est pour cette raison qu'on ne peut plus traiter les gens autrement. Alors est-ce qu'il y a un intérêt derrière tout ça? Bon, j'ai des collègues qui diraient probablement, mais en tout cas, on voit apparaître cette notion de don qui est derrière finalement toutes ces nouvelles pratiques, quoi, hein, qui supposent loyauté, confiance, etc. Quant à vous, je ne m'arrêterai pas à rappeler votre prénom, Quentin, je l'ai pas vu, mais pour moi ça a évoqué une organisation très moderne qui est ce qu'on appelle l'organisation en réseau, où on n'a plus de structure, on va dire, matérielle, voire même contractuelle, mais c'est des collaborations qui relèvent d'ailleurs de la coopération. Effectivement, moi je fais un lapsus régulier entre collaboration et coopération, et pour moi, dans la collaboration, il y a la coopération. Alors d'ailleurs, nous-mêmes, nous préparons nos étudiants à cette question, et ce matin, enfin je ne vais peut-être pas déborder plus davantage, mais si ça vous intéresse, je vous expliquerai comment on prépare nos étudiants à cette dimension, parce que vous le confirmez, c'est une dimension vraiment essentielle aujourd'hui, et il faut préparer les gens, parce que je crois que la collaboration, la coopération, c'est certainement pas quelque chose de spontané, ça demande déjà un certain travail. Voilà pour l'instant. Alors justement, ça enchaîne sur ma question qui était les uns et les autres, selon vos expériences, qu'est-ce que vous diriez qu'il est indispensable comme élément pour collaborer? Je ne sais pas qui veut commencer. Delphine? Et puis peut-être un peu redire ce qu'on s'est dit aussi ce matin, hein, c'est que et tout de suite aussi, pour moi, il y a une notion de sens et de vision, c'est-à-dire adhérer à un projet commun, une vision commune, où est-ce qu'on va, quel est mon rôle, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter. Pour moi, si on ne s'inscrit pas dans un ensemble, alors on peut travailler égoïstement pour une vision personnelle, mais si on est dans une entreprise mais qui commence à deux, hein, forcément il va falloir s'assurer qu'on a quelque chose en commun et qu'on a un but commun et que sur ce but commun on a envie d'y aller ensemble. Donc moi je commencerai par ça, dire au moins est-ce qu'on a cette vision dont on a parlé Sébastien, est-ce qu'on a une vision commune et on comprend bien quel va être son apport personnel dans cette vision. Alors qu'on peut traduire dans une grande structure en mission, mais en tout cas, avoir un élan commun. Et je rebondis sur ce que tu disais justement, que oui, la collaboration et la coopération, c'est aussi et avant tout une histoire d'hommes et de femmes. Où, alors je vais peut-être plus parler de mon exemple avec Thibaut. Aujourd'hui, on est associés, mais en fait, pendant 20 ans, on s'est tiré la bourre, on est adversaires au basket. C'est assez marrant. Et c'est une fois arrivé à Clermont-Ferrand, on n'est pas originaire d'ici, on s'est retrouvés et on s'est beaucoup apprécié à jouant l'un contre l'autre au terrain. Et il y a eu une rencontre d'hommes et de femmes avant de pouvoir justement collaborer. Et je trouve que c'est ce qui est super important et c'est ce que, à notre petite échelle, on essaye de mettre en place. Qu'on ne va pas forcément aller chercher les gens pour leurs compétences, on va aller chercher des coopérateurs et des collaborateurs parce qu'ils ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent, leur vision, leur envie, et autre que leurs compétences. Les compétences aujourd'hui vont venir plus derrière, ça va être vraiment on va avoir un côté amical avec les liens qu'on a pu tisser avec Epicentre, et dans les autres espaces de coworking, c'est vraiment des liens amicaux. On va s'appeler, on va se conseiller, plus que faire du travail ensemble et collaborer, coopérer sur des projets. Mais pour compléter, je pense effectivement qu'il y a la notion de mission, de but commun, et je pense que
En fait, on y arrive quand on arrive à faire en sorte que les égos de chacun, ou dans un cluster, les égos plus collectifs d'entreprise, restent à leur juste place. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir, hein, sans ça, on n'a pas envie de se développer, mais voilà, restent à leur juste place, c'est-à-dire bien comprendre qu'en fait, on se développera par le développement du collectif, qu'on sera dans l'entreprise satisfait individuellement par le plaisir de réussir une mission ensemble, qu'on sera dans un cluster ou dans un projet collaboratif gagnant, si tout le monde est gagnant, quoi. Et je pense que cette notion de mettre l'ego au service de la mission, c'est vraiment quelque chose qui est important pour que la collaboration se passe bien. Oui, alors au-delà de la vision, moi j'ai l'impression aussi qu'il y a l'importance de créer vraiment les conditions de la collaboration, de créer les conditions optimales de la collaboration. Alors, ce matin, on a beaucoup réfléchi à la question du ralentissement que nécessitait la collaboration, mais je pense que ça s'inscrit aussi dans le fait de créer le bon tempo de la collaboration pour que ce moment-là soit jamais ennuyeux, soit toujours... Ça marche plus. Alors Jean-Claude peut-être pourra nous éclairer sur cet auteur dont j'ai oublié le nom qui travaille sur qui a théorisé sur la question des organisations et de l'équilibre nécessaire entre les temps d'action et les temps de régulation. Jean-Daniel Reynaud entre autres, mais il y en a d'autres. Alors il y en a d'autres. Formel et informel. Voilà. Jean-Daniel Reynaud. Un sociologue justement qui s'est beaucoup intéressé à ces temps formels, donc qui sont généralement prescrits par l'organisation, et puis le fait qu'il y a toujours des temps informels qui renvoient à des délibérations, mais qui sont restées très longtemps clandestines, et que maintenant les organisations semblent autoriser pour justement générer de la coopération, donc en fait des liens suffisamment, et construire de la confiance en fait. Voilà. Alors c'est vrai que sur une création artistique, on va beaucoup s'attacher à ce tempo, à cet équilibre entre les temps, surtout qu'en général, c'est des temps collaboratifs assez concentrés, où une équipe artistique va vivre ensemble pendant une semaine, 15 jours de création, jour et nuit, j'allais dire, avec parfois, pour certains travaux artistiques, on va travailler la nuit, on va travailler avec la fatigue, avec ce que peut apporter la fatigue, etc. Donc on va être très attentif justement à cette diversité comme ça des temps de travail pour que chacun puisse contribuer et collaborer ou apporter sa créativité de la meilleure façon. Et puis c'est vrai que ce qui est propre aussi à la création artistique, c'est cet impératif de passer par le faire. Souvent, on imagine la collaboration comme des temps de réflexion autour d'une table ou avec des post-it, etc. Et là, rien ne fonctionne tant qu'on ne l'a pas essayé au théâtre. Une bonne idée n'est jamais une bonne idée en soi, il faut l'essayer et parfois on est surpris. Ce qui paraît être une bonne idée, quand on voit le résultat, n'en est pas une. Donc cette nécessité du faire, je pense qu'elle trouve sa place particulièrement dans les projets artistiques. Je sais pas, Sur le rythme, effectivement, je pense que c'est vraiment un sujet super important. Nous, alors là, c'est pas dans le cadre du cluster, mais Fimeca, en tant qu'entreprise, on a un certain nombre de partenaires, d'autres PME. Et encore récemment, là, une entreprise avec laquelle on travaille très très bien, on a un projet qui marche très bien, qui se vend pour plusieurs clients. Il y avait des tensions entre les personnes qui travaillent dessus. Et en fait, en prenant un tout petit peu de hauteur, on s'est aperçu que c'est simplement parce qu'on ne faisait pas suffisamment régulièrement des points formels, en prenant le temps de balayer tous les sujets. Et que du coup, ça crée des non-dits, ça crée des incompréhensions. Il y a l'aspect géographique en plus qui intervient. Nous, on était basés à Paris et Clermont, eux sont à La Ciotat. Donc tout se passait par mail ou téléphone, toujours dans l'urgence parce qu'il y avait des choses à livrer. Et voilà, quand on lève un peu la tête du guidon et qu'on se dit ok, c'est à livrer de façon urgente, mais si on prend 4 heures ensemble à Lyon, à Paris ou importe et qu'on balaye tous les sujets,
On aura peut-être perdu un peu de temps, mais on aura gagné beaucoup et beaucoup de confort dans le travail, parce qu'au moins on est en phase et on se comprend beaucoup mieux en fait, quoi. Donc effectivement, pas forcément temporiser, mais en tout cas bien jalonner, savoir à quel moment on doit se revoir pour parler de quoi et bien anticiper ces choses-là et savoir le faire évoluer, c'est vraiment un facteur clé de réussite, je pense, ou d'échec selon les cas. Il y a beaucoup de sujets que vous avez évoqués qui m'inspirent, c'est le cas de le dire. Donc déjà le temps, et puis enfin, comment se construit la coopération, la collaboration. Bon, je vais peut-être me limiter, parce que en fait je vais rester sur une idée plutôt que 36. Ce qu'on m'avait dit, ça m'a fait penser au grooming. Je ne sais pas si vous savez, les tribus, les macaques rhésus, par exemple, c'est de l'éthologie, en fait, se chamaillent en permanence. Donc ils sont toujours en guerre les uns contre les autres, mais ce n'est pas une guerre meurtrière, hein, c'est une manière d'évacuer leur agressivité ou d'assurer leur dominance, etc. Et pour se pacifier, ils pratiquent le grooming, c'est-à-dire ils s'épouillent mutuellement. Et en fait, on a besoin d'avoir des temps comme ça, où peut-être que ce qu'on dit, c'est pas très important, mais il se crée un lien qui est justement un lien archaïque, mais qui est la base pour que le reste soit possible. C'est juste pour dire que j'ai pensé si brave d'être en vous entendant, en disant peut-être qu'on était quand même plus proche qu'on pouvait l'imaginer. Bon. J'ai d'ailleurs une petite anecdote. Une fois, j'ai surpris mes étudiantes, 2 étudiantes qui devaient s'ennuyer à mon cours, qui étaient en train de s'épouiller mutuellement. Alors j'ai arrêté le cours, elles ne se sont pas rendues compte que tout le monde les regardait, et en fait, c'est là que j'ai découvert que le grooming était bien présent dans les relations humaines. Alors j'ai pris le micro, donc je vais faire comme ça. Une question qui m'a inspiré des propos. Sébastien, tu disais que dans un projet de théâtre, il y avait un leader qui est le metteur en scène. Est-ce qu'il faut que dans chaque projet où on coopère, où on collabore, il y ait un leader, un animateur, un chef? Je pense notamment sur les indépendants, sur le format cluster. Comment ça se passe quand on est un peu des personnes à poste équivalent? Comment on arrive à collaborer? Quelqu'un doit prendre Enfin, ma vision personnelle, aussi bien en cluster qu'à Fimeca, c'est la notion de leader, c'est un peu à séparer de la notion d'hierarchie. Donc c'est pas parce qu'on est un poste équivalent que pour le besoin d'un projet, il n'y a pas besoin qu'il y ait un leader. En fait, le leader, c'est celui qui fait que ça avance. Donc c'est celui qui va justement rappeler le rythme, marquer le rythme. Quand on est en entreprise, et donc quand on est en cluster, puisque ça vient en plus de l'entreprise, on est presque jamais exclusivement sur un projet, on est toujours sollicité par plusieurs choses. Donc s'il n'y a pas quelqu'un qui a le souci du projet en particulier de le rythmer, malgré la bonne volonté de tous, il ne va pas forcément aller au bon rythme. C'est-à-dire que peut-être à certains moments il y aura beaucoup d'euphorie et ça avancera bien, puis à certains moments il y aura les uns les autres seront appelés à droite à gauche et ça avancera plus, quoi. Donc oui, je pense que pour que ça marche, il faut qu'il y en ait un, pas qui soit responsable des autres, mais qui ait le souci plus particulier, donc la responsabilité de faire avancer les choses, de relancer quand il y a besoin, d'animer, etc. quoi. Alors, dans les projets collaboratifs tels qu'ils se pratiquaient dans le cluster, tels qu'ils se pratiquent dans les clusters, dans les pôles, de toute façon, formellement, au moment où on dépose le projet, il y a une entreprise, leader du dépôt. C'est en général soit celle qui est à l'initiative, soit celle qui est la plus en attente des retombées, entre guillemets. Dans le cas illustré Arnaud ce matin, clairement c'est Periscope, c'est pas Fimeca. Voilà, donc ça se fait assez naturellement dans ce cadre-là. Dans le cadre Fimeca en entreprise, ça dépend des cas. Ça dépend des cas, mais dans tous les cas, il faut qu'il y en ait un, quoi. Quentin, peut-être tu peux nous expliquer comment ça se passe? Eh ben, c'est une vaste question, parce qu'on n'a pas le problème ou pas des titres, de la gouvernance, de la hiérarchie. Donc on va parler à petite échelle, où on n'est que 2. Donc c'est pas évident tous les jours, puisqu'on l'a fait volontairement, on n'a pas établi de hiérarchie entre nous deux. On est plutôt dans le débat, donc aujourd'hui ça nous prend du temps. Ça nous énerve un petit peu. Nos voisins de bureau ne nous comprennent pas tout le temps.
Mais c'est la collaboration qu'on a décidé d'avoir et aujourd'hui elle est bénéfique. C'est-à-dire qu'on est vraiment tout le temps dans le débat, à se challenger, à aller chercher, on va dire, des noisettes aux collègues pour essayer de le repousser dans ses retranchements au niveau de son travail. Mais c'est une forme de travail que on a choisi d'avoir. Après, quand on travaille avec et qu'on collabore à l'extérieur, aujourd'hui au sein du duplex, on va dire qu'à partir du moment où on appelle et on fait appel à des compétences extérieures, on n'a pas la casquette de lead ou autre, on a plutôt la casquette d'animateur où on va tout le temps essayer d'aller chercher l'info, challenger, mais on n'aime pas cette casquette de dire je suis chef de projet, je suis lead, je fais ça. C'est plutôt on est animateur, on a besoin de vous et comment on peut travailler ensemble. C'est plutôt la question qu'on essaye de se poser et c'est pour ça qu'on aime beaucoup travailler dans les relations humaines avant des relations professionnelles. Delphine, comment ça se passe? Est-ce que les managers doivent réapprendre des choses, changer de posture Alors oui, il y a des changements, bien sûr. Alors, on a, et forcément, dans une grosse structure, on a des managers leaders, et ce qu'on essaie, c'est d'avoir un accompagnement et aussi une perméabilité par rapport au monde extérieur, s'adapter en termes des générations qui arrivent, du monde environnant qui change aussi, de savoir comment évolue ce rôle du manager, du leader, qui va être plus sur... alors on met en place la responsabilisation avec un modèle de leadership pour accompagner ces managers dans une transition, qu'on veut être plus à l'écoute des équipes, plus aussi libérer un peu plus le terrain de la décision pour laisser beaucoup plus d'autonomie aux équipes. Donc il y a un cadre qui est défini avec une vision commune, un travail sur les comportements, sur comment on structure l'action de l'équipe, comment on partage les ressources. Donc il y a tout un ensemble d'accompagnement qui est fait pour aider le manager à laisser ce terrain de la décision, que l'équipe puisse monter en compétence, arriver à prendre elle-même des décisions. Donc ça s'accompagne parce que ça se fait plus ou moins naturellement en fonction déjà de la personne, en fait, du leader. Est-ce qu'il est déjà dans cette mentalité-là? Est-ce qu'il a envie d'évoluer? Aussi l'équipe, comment l'équipe reçoit, parce que c'est pas toujours évident de recevoir finalement une mission un petit peu différente de ce qu'on pouvait faire avant, dans un travail beaucoup plus segmenté, organisé, beaucoup plus hiérarchisé. Donc c'est un accompagnement des équipes sur une évolution de la relation entre le manager et l'équipe. Non, je voulais évoquer un autre rôle peut-être que celui du leader et qui me paraît tout aussi essentiel pour faire avancer les choses dans la collaboration. C'est presque un rôle aux antipodes de celui du leader. Dans un groupe collaboratif, me semble-t-il, il y a un rôle, une place à tenir pour le candide, où je parlais du regard extérieur tout à l'heure, qui n'a pas forcément le même niveau d'implication que les autres dans le projet. Et tout d'un coup va pouvoir poser les questions qui dérangent, être un petit peu extérieur comme ça. Et nous, on l'utilise de plus en plus souvent en collaborant avec des gens qui viennent voir à un moment donné les répétitions. Alors ça peut être juste sur un temps très court, mais et qui se mettent finalement à la place du public, qui disent oui mais là ça je ne comprends pas, ou qu'est-ce que vous avez vraiment voulu là avoir comme propos artistique, etc. Et je trouve que c'est aussi un moteur de la collaboration, ce rôle-là, qui est presque à l'opposé de celui du leader. C'est vrai que tout ce que vous évoquez, enfin, ça renvoie à la question, est-ce qu'un groupe peut fonctionner sans quelqu'un qui représente une saine autorité, pour rester simple? Je pense que ça dépend de la taille du groupe, parce qu'on sait déjà qu'un grand groupe peut facilement délirer, plus facilement qu'un petit. À deux, on délire peut-être un peu, mais c'est gentil, tandis que si on est plusieurs, c'est plus compliqué. Et quand même, ça c'est une question, est-ce qu'effectivement, un groupe peut fonctionner sans un tiers, que je dirais bienveillant, mais en séparant bien et veillant beaucoup plus loin. C'est-à-dire quelqu'un qui veille justement à ce que le groupe reste quand même dans une rationalité minimum.
L'expérience montre que ça semble difficile et qu'on a besoin, alors effectivement, d'une figure d'autorité, mais qui est une figure d'autorité beaucoup plus, je dirais, amicale ou conviviale, ou amicale au sens de la filia philosophique, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour faciliter, quoi. D'ailleurs, on les appelle maintenant les managers facilitateurs, c'est la nouvelle mode qui émerge. Ou les consultants, parce que les tiers qui arrivent aussi de l'extérieur, parfois, ou les chercheurs, même ça, nous aussi, on nous sollicite et on est très contents, parce qu'on n'y connaît rien, et on est vraiment des gens totalement extérieurs, totalement décalés, et c'est vrai que de renvoyer parfois certaines perceptions semble utile à ceux qui nous ont sollicités, et aussi accorder leur temps pour nous parler de leur expérience. Donc, enfin, voilà. Est-ce qu'on peut fonctionner sans une figure d'autorité? Probablement pas, mais par contre, cette figure d'autorité, elle doit avoir aujourd'hui un visage qui n'a plus rien à voir avec celle qu'on a connue, quoi. À l'inverse, donc je vous avais demandé tout à l'heure ce qui était nécessaire, mais quels sont les écueils ou les problèmes qui peuvent se poser dans des situations de collaboration? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Moi, j'ai absolument pas de problème de ce type. Ah si, dans le monde artistique, il y a quand même les égos qui souvent se télescopent, quoi. Et donc ça, c'est parfois très compliqué à gérer. Ouais. Effectivement, on est au travers de la structure. À partir du moment où on commence à être nombreux, on va structurer des échelons, des départements. Donc, ce qui va briser un peu la collaboration en transverse, par exemple. Ça, c'est quelque chose que moi, j'essaye vraiment de remettre au cœur du débat, parce que le transverse, on en a besoin, mais sachant qu'on est structuré plutôt en hiérarchique, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Donc il y a une structure bien sûr qui va freiner. Il y a peut-être aussi en termes de collaboration s'assurer que chacun s'y retrouve. C'est-à-dire que donner du sens, c'est bien, une vision commune, mais il faut aussi, et c'est pour ça qu'on accompagne sur le développement personnel, c'est-à-dire que à un moment, si on n'a pas un moteur individuel où on se sent se développer par rapport à une mission, par rapport à une vision, par rapport à un groupe, on sent appartenir à un groupe et qu'on a l'impression d'apporter quelque chose et qu'on est reconnu pour cet apport-là, ça devient difficile. Ça devient difficile. Donc cette reconnaissance de l'individu dans son rôle particulier sur le projet, sur la mission, voilà, c'est important. Donc si on n'a pas ça, on perd aussi. Et justement, concrètement, comment ça se passe, cette reconnaissance, comment on fait pour que chacun trouve sa place? Déjà, on l'explique. On explique que chacun on a besoin de... Alors déjà, il faut se connaître, et puis que chacun a besoin à un moment ou à un autre, et puis les reconnaissances sont différentes. On n'a pas tous le même niveau de reconnaissance, en fait. Hein. Ça peut être matériel ou immatériel, ça peut être de mise en avant, ça peut être d'autres choses. Donc, moi, je trouve qu'il faut donner l'accent sur se connaître dans le collectif, se connaître, déjà apprendre à se connaître, parce qu'on est tous différents, on a tous des choses à apporter. Et à partir du moment où on fait cette étape de connaissance, comprendre les contraintes de l'autre, comprendre aussi comment on peut l'aider à certains moments, comment il peut nous aider, et là on rentre dans la collaboration, où ça va être, alors après une coopération, si on se dit finalement comment on va mettre en œuvre ce qu'on a imaginé, oui, la connaissance des personnes, un rôle particulier avec ce manager, facilitateur, animateur là, qui doit être là justement pour apporter les ressources nécessaires, l'environnement nécessaire, la confiance à l'équipe pour qu'elle se développe et atteigne ses missions. Donc la reconnaissance est importante pour nous. La connaissance et la reconnaissance. Donc. Moi, dans les écueils que j'ai observés, c'est ce que j'appellerais, enfin j'ai appelé ça la névrose managériale. Et finalement, les autres deviennent des objets, donc des personnes. Il n'y a plus d'altérité. Et l'autre devient un objet dont on va se servir pour résoudre une propre souffrance. Mais du coup, ça va être très douloureux pour celui qui n'est qu'un objet. Et on le rencontre quand même encore quelques fois. Il y a encore des névrosés
Les managers les rosés, je peux vous le confirmer. Les travail ne peuvent pas faire de cul en même temps. Je pense que un écueil complémentaire, c'est quand la confiance est perdue. C'est-à-dire que tout ce qui permet d'entretenir la confiance, de la créer, puis de l'entretenir, permet d'avancer. À partir du moment où il n'y a plus de confiance, c'est plus vraiment possible. Voilà, donc une des leçons côté Filmeca qu'on a tiré des diverses collaborations qu'on a eues, c'est que, pour revenir un peu dans le passé, quand on était encore plus petit, un peu timide, etc., quand on voulait travailler avec un partenaire, on avait tendance à vouloir chercher à le séduire en lui disant ce qu'il pouvait vouloir entendre. En se disant, bon, ok, sur le reste, il y a peut-être des choses où on est un peu moins d'accord, mais on arrivera bien plus tard à régler ça. L'expérience montre que c'est pas du tout la bonne attitude, c'est-à-dire qu'il vaut mieux se dire, comme je disais tout à l'heure, vraiment quel est notre but, qu'est-ce qu'on cherche, voir qu'est-ce que cherche vraiment le partenaire, et voir si du coup on peut construire un but qui soit vraiment commun, en sachant qu'on en a d'autres à côté, que c'est pas exactement la même chose, etc. Et ça, si on fait ça entre entreprises, quand on travaille en partenariat, si on fait ça dans l'entreprise, quand c'est entre deux équipes, quand c'est entre deux services, etc., ça marche en général beaucoup mieux, quoi. Voilà. Et c'est pareil, si en cours de route on a des doutes, si on met les choses à plat tranquillement, sereinement, avant qu'il soit trop tard, ou si on avertit qu'on aura du mal, ou enfin toutes ces choses-là qui entretiennent la confiance, je pense que c'est vraiment vital. Vous m'inspirez beaucoup, je m'excuse de prendre plus la parole, je ne sais pas avoir grand-chose à dire, mais effectivement, c'est la notion d'incertitude. Ce que j'ai constaté, c'est que quand même, par rapport à la confiance, si les gens sont placés dans une situation d'incertitude, alors soit réelle, soit symbolique, au niveau narcissique, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils vont perdre l'estime d'eux-mêmes dans cette histoire, ou qu'ils vont perdre une réalité matérielle, là, la confiance, elle est plus dure. Donc il y a quand même, le cadre a quand même aussi son rôle. C'est pour ça que la santé économique de l'entreprise, aussi, c'est un appui. Alors effectivement, il y a tout ce que vous avez dit, mais il y a aussi le cadre lui-même, quoi. J'ai constaté, moi, que quand ce cadre était en état d'effondrement, mais je ne vais pas dire ce mot-là parce que maintenant on l'utilise pour le climat, pour tout, enfin on va dire de défragilisation, ça générait beaucoup d'incertitudes chez les gens, et que ça rendait la coopération, la collaboration plus difficile, et que la confiance, c'était que les gens devenaient un peu parano, et quand on est parano, on n'a plus confiance. Quentin, peut-être Sébastien? Oui, non, très rapidement, c'est vrai que moi j'ai remarqué aussi cette bascule qu'il y a quand on n'est plus dans l'explicite, plus suffisamment dans l'explicite, et souvent ça se produit dans les projets artistiques, on est dans l'implicite. Là, il y a une déperdition de la confiance. Parce qu'on crée de l'incertitude de la même manière. Voilà. Donc cette nécessité, et ça fait partie du temps à prendre sur la collaboration, d'expliciter les choses à chaque fois. Quentin, donc des écueils aussi quand on est dans ta situation? Dans ma situation, pas beaucoup. Enfin, le seul écueil qu'on peut avoir, c'est finalement cette collaboration. J'aime pas le terme, c'est pas une perte du temps. On va dire qu'à l'instant T, aujourd'hui, ça prend beaucoup de temps. Mais je pense que ça sera bénéfique pour le futur. Donc on ne peut pas vraiment parler d'un écueil. C'est aujourd'hui peut-être un petit point de ralentissement. On va passer dans pas longtemps des questions de la salle, mais avant, j'ai envie de vous demander à chacun, je ne sais pas, un conseil, puisqu'on est dans le comment. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller, je ne sais pas, quelque chose pour démarrer, pour aller plus loin, pour faire plus facilement? Est-ce que chacun pourrait donner un petit conseil d'expérience? Il faut y aller sans aucun a priori. Tout se construit dans la discussion, tout se construit dans l'échange, et il faudrait éviter ou ne pas arriver avec des œillères ou avec déjà un objectif bien précis. Tout va pouvoir se construire avec en échangeant, en collaborant. Mais pour moi, c'est voilà, vraiment y aller sans a priori et vraiment dans la discussion, dans l'échange. C'est là qu'on va pouvoir créer des choses ensemble. On a déjà donné un petit peu en cours de route. Je pense qu'un point à retenir, si j'avais un conseil à donner, c'est d'avoir suffisamment confiance en soi pour créer et pour rentrer dès le départ dans une relation de confiance, justement. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure
sur des expériences passées à Fimeca, mais c'est vrai aussi dans une entreprise à titre personnel. C'est-à-dire que quand une personne ou une organisation n'a pas suffisamment confiance dans l'intérêt qu'elle apporte au projet, dans ce qu'elle peut apporter dans la collaboration, et ben ça va être compliqué de construire les choses sur des bases saines. Voilà. Donc je pense que c'est un point important. On disait tout à l'heure pas avoir trop d'ego, mais avoir quand même suffisamment confiance en soi pour que ça puisse bien se passer. Alors peut-être une caractéristique de ce qui se fait dans le spectacle et qui peut être une source d'inspiration, parce que je pense que c'est un ciment fort pour la collaboration. C'est au théâtre, c'est la représentation qui constitue un temps fort émotionnel pour le groupe qui collabore. Et ça me paraît essentiel, parce que je vois que malgré les difficultés sur une création, malgré les tensions, quand tout le monde traverse ce temps fort de la première représentation et puis des suivantes, beaucoup de ces difficultés sont derrière nous, sont effacées, et il y a vraiment quelque chose qui réunit les gens. Donc peut-être s'inspirer de ça pour créer dans ces moments collaboratifs des temps forts émotionnels pour créer ce ciment, quoi. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, mais... Vous m'avez mis dans un état difficile, parce que le chercheur, par définition, ne donne pas de conseils. Et si ses collègues le voyaient donner des conseils, je pense qu'il serait très mal vu. Donc, vous m'avez mis dans une situation très compliquée. Voilà. Mais quand même, je dirais, faire attention, peut-être, apporter beaucoup d'attention à ce qui se passe. Et un conseil, ce serait de bien se connaître dans l'équipe qui veut collaborer. Et de définir, en tout cas pour une période, parce qu'on peut changer aussi, quel est le rôle de chacun dans ce collectif, même si on accepte d'en changer autre, mais au moins pour une période, définir, de se dire, finalement, ok, on se connaît, mais quel rôle que j'ai, qu'est-ce que j'apporte. Merci. Du coup, on va peut-être passer la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? On peut ouvrir la discussion. Non? C'est toujours compliqué la première. Je vois une main qui se lève quand même. Comment vous attribuez justement les rôles? Je dirais que le meilleur moyen, alors ça dépend des projets, je ne peux pas généraliser, mais ce qu'on essaye de faire, c'est que finalement l'équipe ait l'autonomie de pouvoir définir certains rôles. C'est-à-dire qu'on est le mieux placé en tant qu'individu pour savoir où ce qu'on aime faire, ce qu'on a envie de faire et dans quel rôle on aimerait être. Alors c'est pas toujours possible, mais l'idée c'est de pouvoir laisser une place à une envie, une motivation, et pouvoir, quand on en parlait aussi ce matin, quand on est motivé finalement, on a envie d'aller un peu plus loin, on est plus ouvert, on est plus à l'écoute. Donc je dirais qu'on va essayer, quand c'est faisable, de laisser une place aussi au volontariat, à l'envie en fait. Mais comment les salariés peuvent connaître l'ensemble des opportunités qu'une très grosse entreprise peut proposer? En termes de mission, c'est-à-dire qu'on se base sur un système d'information qui va faire, alors c'est du terme anglais, mais on va dire la mise à disposition d'emplois disponibles pour pouvoir aller vers quelque chose qui nous attire. Donc jouer sur l'appétence. Se dire, c'est pas forcément une carrière, on va dire, voilà, on fait ça, mais on peut très bien avoir envie de postuler sur un poste. Alors, il y a des histoires de compétences derrière, savoir si on a toutes les compétences pour pouvoir remplir le poste, mais l'idée, c'est qu'il y ait vraiment une volonté, qu'on soit acteur, acteur de son développement. C'est-à-dire que ce soit basé sur une envie, une appétence d'aller vers tel et tel poste. D'autres comme dans le théâtre, par exemple. Traduction académique, c'est laisser une place au désir dans les organisations, celui-ci ayant été totalement, je dirais, séquestré par les prescriptions. Et en fait, vous êtes en train de desserrer ces prescriptions pour laisser le désir émerger, c'est-à-dire la force vitale des gens, quoi. C'est l'artiste, parce que l'artiste
Oui, nous, ça nous arrive d'avoir l'envie d'une distribution et sur une pièce, un spectacle, et de se prendre un temps pour que chacun essaye les différents rôles. On a peut-être une certaine idée au départ, mais c'est ensuite l'alchimie qui va se produire sur le plateau. Donc on se prend ce temps, là aussi, qui nécessite un peu de rallonger aussi, d'étirer un petit peu le temps, mais de changer de rôle, de changer de casquette, de changer de personnage pour qu'ensuite on trouve le bon équilibre et qu'on ait le ressenti aussi de chacun dans chaque rôle. Donc ça déjà, ça se travaille comme une matière déjà, qu'on malaxe un peu, en tentant des choses, en essayant, avant d'avoir une distribution définitive. C'est pas tout le temps le cas, hein. Des fois on a une vision très claire. On doit aussi s'adapter à la façon de travailler de chaque metteur en scène finalement, enfin, même s'il y a un leader, ce ne sera pas le même sur le projet suivant. Comment on fait, à chaque fois il faut se remettre en question sur comment chacun fonctionne dans l'équipe, comment ça se passe? Oui, c'est vrai qu'il y a des façons de travailler très différentes, des façons très directives finalement, où là la contribution de chacun en tant qu'artiste, je veux dire en tant que créateur, le comédien créateur, il n'est pas toujours convoqué sur des créations. Il y a des créations où on dit au comédien, tu fais ça, tu fais 3 pas là, et puis tu reviens là, puis là tu le dis comme ça, avec des metteurs en scène presque qui vous donnent le ton avec lequel... C'est-à-dire qu'il faut reproduire exactement la façon dont ils vous le disent. Et puis à côté de ça, il y a des metteurs en scène qui vont complètement vous laisser créer les choses en vous plongeant au contraire dans une atmosphère, en vous laissant improviser, en passant beaucoup de temps là-dessus. Alors ça aussi, ça nécessite une vraie adaptation. Dans le premier cas que j'évoquais, on est instrumentalisé, là aussi, on est un peu l'objet du désir un peu démoniaque, machiavélique du metteur en scène. Bon, oui, ça fait aussi partie de la souplesse à moi. Et en tant que comédien, on choisit aussi des projets en fonction de la posture qu'on peut deviner du metteur en scène, ou on choisit plutôt le projet puis on voit ce qui se passe, comment on positionne en fonction de ses besoins? Idéalement, si... Bon, après, il y a des projets qui peuvent nous attirer pour d'autres raisons que de travailler avec tel ou tel metteur en scène. Après, je pense qu'il y a aussi, et là je reviens un petit peu en arrière finalement, il y a aussi un certain plaisir parfois à se faire diriger par certains metteurs en scène, certains artistes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette direction, se remettre entre les mains, là je l'évoquais de façon un peu négative, mais de quelqu'un qui a une vision et qui va vraiment être un peu dans la contrainte. Mais la contrainte, à un moment donné, peut être aussi source de création. On le sait, la contrainte est créative, donc elle porte aussi en elle ce paradoxe-là. Ce qui fait que, bon, voilà, c'est pas toujours que mal vécu, ce phénomène d'être dirigé de façon un petit peu autoritaire. C'est vrai que ce matin, on parlait avec Martine qui disait qu'il y a des salariés qui sont bien dans leur place de salariés et qui ne veulent pas forcément être dans la décision, etc. Donc c'est un petit peu, ça renvoie à ça finalement. Oui, il y a des comédiens qui vont vous dire bon bah dis-moi comment faire, hein, et puis c'est toi qui sais, dis-moi ce que je dois faire. Oui, je suis complètement d'accord. Est-ce que tout ce qui était décrit là sur le théâtre, je pense qu'on le retrouve dans le management. En fait, c'est à ça que ça me faisait penser. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait que parfois certains salariés ont plus besoin que d'autres d'être dirigés, le fait aussi que, comment dire, que pas forcément par la contrainte, mais parfois on a besoin d'être amené à des choses qu'on ne soupçonnait pas qu'on pouvait faire, ou sur lesquelles on ne soupçonnait pas qu'on pouvait être bon et performant. Et donc ça, je pense que ça fait partie du difficile boulot entre guillemets du manager, à la fois de savoir ne pas vouloir penser à la place des autres et savoir à leur place ce qui est bon pour eux, et à la fois en même temps ne pas se laisser enfermer parfois dans ce dans quoi ils s'enferment eux-mêmes, quoi, et savoir leur faire découvrir, leur donner envie de faire d'autres choses, un peu comme un enfant
qui tant qu'il n'a pas goûté un petit peu à tout, peut pas savoir s'il aime ou pas, quoi. Voilà. Donc on peut pas forcément, comme au théâtre, jouer à prendre tous les rôles pour voir lequel est le meilleur pour nous. Donc il faut trouver d'autres façons pour effectivement faire évoluer. J'ai eu le cas très récemment là, d'un technico-commercial qui est parti. Comment on le remplace? Est-ce qu'on le remplace? Est-ce qu'on recrute pour le remplacer? Ou est-ce qu'il y en a dans l'équipe qui jusqu'à présent faisaient que du technique, qui sont prêts à évoluer? Et quand on est dans une boîte d'ingénierie où le commercial, c'est un peu celui qui a mal tourné, c'est compliqué. C'est compliqué de faire prendre conscience qu'en fait c'était possible et que c'est pas parce qu'avant c'était tout fait par un autre qu'on peut pas en prendre une place, quoi. Voilà, donc sans pour autant l'imposer, parce que si c'est imposé, ça marche pas forcément. Donc c'est effectivement un vrai sujet de trouver le bon curseur entre la manipulation, si c'est pas du dirigisme, au sens positif du terme, et puis laisser libre cours aux gens, quoi. Et Quentin, quand on est indépendant, on a tous les rôles à la fois. Est-ce que c'est facile de se motiver, de trouver sa place, de trouver dans la collaboration ou pas? Comment ça se passe pour toi? C'est difficile. Des fois on se laisse porter par les autres quand même. On attend. Alors c'est plus par rapport à notre cas personnel, mais aujourd'hui on a des fois la facilité de se laisser guider par d'autres, parce qu'on travaille avec d'autres, et des fois on va avoir la possibilité de, je ne vais pas dire monter en compétence, mais de pouvoir prendre un petit peu plus de place dans le projet. Donc c'est vrai qu'en tant qu'indépendant aujourd'hui, trouver sa place et puis comment définir les rôles, c'est plutôt comment on segmente notre cerveau pour savoir qui fait quoi. C'est plus un problème de qui y a dans ma tête et qu'est-ce qu'il veut faire à l'instant T. Donc voilà, c'est difficile à répondre à cette question-là. Parce que par exemple, on parlait de la fonction commerciale, un indépendant, il n'a pas forcément ces compétences-là. Est-ce qu'il y en a un des deux, par exemple, entre nous qui... Ouais, alors ça, voilà, ça c'est plus Thibaut, puisqu'on va dire lui il est technico-commercial, développeur web et commercial. Et moi, j'ai en charge la partie production et direction artistique. Donc là, vraiment, on a mis en place un système par rapport à nos compétences de telle personne fait ça. Après, on est les deux en production sur un site internet ou sur autre. Et cette façon de collaborer, il n'y a pas de lead, il n'y a pas d'animation. C'est un choix. On va dire que je suis autant capable d'aller le challenger sur des questions techniques du site internet, comme il est autant capable d'avoir un retour sur les créations graphiques ou sur les identités qu'on va pouvoir créer. C'est un moyen de gestion qu'on a trouvé, mais c'est avant tout, et on se l'autorise parce qu'on est des amis avant d'être des associés et des collaborateurs. Je ne suis pas sûr qu'on puisse l'adapter à tout type de collaboration. On a les deux 28 ans, ça fait 20 ans qu'on se connaît, et c'est pour ça qu'on s'autorise ce moyen. Et on parlait tout à l'heure de l'œil extérieur, finalement, vous êtes chacun l'œil extérieur de l'autre. C'est ça, c'est ça. Donc il y a des fois on va... ça m'arrive de me déplacer en rendez-vous commercial avec Thibaut. Et il y a des fois je vais dans la voiture, le retour en disant mais pourquoi t'as dit ça? Parce que déjà d'une ça m'intéresse de savoir comment il travaille, comme lui ça m'intéresse de savoir comment je travaille sur d'autres parties. Et le principe d'arriver avec un regard neuf, peut-être un peu comme un consultant externe, et de dire mais pourquoi tu as fait ça, est-ce que tu peux pas essayer de cette façon, ou on va prendre des... si c'est pas fait par le duplex, par Quentin et Thibaut, on va aussi demander à nos collaborateurs et coopérateurs en externe de dire comment vous imaginez qu'on puisse faire ça, et se donner des conseils. Avec Julie et Julia, Julia qui était ici, on échangeait très régulièrement de dire comment vous faites ci, comment vous faites cela, et on est dans l'échange de bons procédés. Je peux reposer encore une question? Je peux reposer une question? On va peut-être faire circuler, puis on est moins en retard que ce matin, donc bon, alors c'est d'abord, puis vous après, et après on va dire. Au niveau de la collaboration, ce qu'on a entendu ce matin et puis cet après-midi, c'est un peu replacer quand même l'humain au cœur des organisations, l'écoute, l'empathie, la reconnaissance, etc. On a parlé aussi beaucoup de la nécessité d'aligner le vocabulaire et aussi au niveau de la vision. Et j'avais une question donc, pour Madame au niveau de Michelin. Dans une organisation internationale, est-ce que tout ça n'est pas un peu complexifié? Parce que la collaboration, tous
tous les peuples, je dirais, ne collaborent pas de la même façon. Donc il peut y avoir ou n'ont pas la même notion en termes de vocabulaire aussi. Et comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut regarder toutes les cultures et essayer de trouver un mix? Est-ce que c'est la culture, dans le cas de Michelin, la culture Michelin qui prend le pas, donc quelque part une culture française qui va prendre le pas sur les collaborateurs à l'autre bout du monde? Comment vous gérez ça? Alors, il y a une volonté du groupe d'être un groupe, justement. Ce qui est différent par rapport à d'autres entreprises de taille équivalente qui peuvent avoir une fédération de marques. Nous, on est vraiment un groupe avec une marque leader. Donc, ça va être un socle. On va travailler sur un socle commun avec cette volonté de partager une histoire commune, avec nos origines, une référence avec nos origines, une certaine structure d'entreprise, certaines valeurs d'entreprise, une raison d'être qu'on partage tous ensemble. Par contre, après, ça va définir un cadre d'évolution. Qu'on soit employé en Chine, en Inde, au Brésil, en Amérique du Nord, en Europe, en France, c'est pas la même chose. Par contre, on se sent appartenir à un groupe, donc il y a ce sentiment. En plus, on est vu, il y a des études qui ont été faites avec des valeurs assez fortes en fait. On a cette particularité d'avoir une image de marque et des valeurs vraiment imprégnées chez nous tous. Et donc l'idée, c'est de se sentir appartenir à un groupe, mais d'avoir aussi ce terrain culturel avec un vocabulaire particulier en fonction des cultures, de notre manière de collaborer qui va être différente en fonction aussi de la structure managériale qui est différente. La relation à la hiérarchie n'est pas la même en Asie qu'en Europe, qu'en Amérique du Nord. Donc ça, c'est des particularités, mais qui vont être gérées en local, parce que c'est eux qui connaissent cette culture, c'est eux qui ont l'habitude, c'est eux qui savent recruter, c'est eux qui savent faire grandir les personnes dans leur culture, en fait. Donc on est beaucoup plus maintenant dans l'accompagnement que dans le prescriptif. Donc on va être plutôt dans ce que j'appelle le descriptif. On va accompagner les gens, mais en laissant cet espace de liberté pour, en fonction de la culture, arriver à se développer. Merci. Il y avait une question qui se posait ce matin, collaboration, coopération. Je la repose puisqu'il y a des personnes différentes, et en particulier de savoir si dans collaboration il y avait quelque chose de différent, de travailler ensemble ou en équipe, et si oui, quelle était cette notion particulière. Et après, ça réengageait quelque chose, entre autres, sur peut-être la notion de contrat, enfin c'est pas de contrat écrit, mais cette notion de contrat, d'engagement réciproque qu'il peut y avoir dans ce cadre de travail ensemble. Je dirais que je suis venu avec la même question sans pouvoir vraiment y répondre. J'appelle un ami, mais en tout cas, ça me paraît, pour moi, je dirais a priori, la collaboration me paraît moins intense que la coopération. Donc je dirais dans la coopération, j'ai l'impression qu'il y a une intensité dans le lien qui serait plus forte à mes yeux que la collaboration. Là, ce que je pourrais répondre à la première question, et j'ai perdu la deuxième, donc... La deuxième, c'était en fonction, enfin c'est niveau ou pas, oui. Mais quelle était la nature du contrat qu'il y avait entre... Ah oui, c'est intéressant. J'ai l'impression que dans la collaboration, il y a quand même une rationalité qui me paraît plus forte. Peut-être qu'il y a de l'intérêt, alors que dans la coopération, j'ai l'impression qu'on va au-delà de l'intérêt. Que le lien, s'il est plus fort, c'est qu'on mobilise d'autres choses mal identifiées, mais qui en fait font qu'il y a une intensité plus forte. J'appelle des amis parce que peut-être qu'on pourrait compléter. Les amis, allez-y. Oui, alors c'est pas pour moi dans la collaboration, il y a quelque chose où on travaille sur un même projet, et peut-être dans la coopération, c'est des projets différents qu'on met en synergie. Pour moi, ce serait un peu ça, le distinguo. Je passe mon tour, moi je ne sais pas faire la différence. Je mettrais peut-être, voilà, dans la collaboration, on est dans l'échange de procédés. Dans la coopération, pour moi, il y a peut-être plus une place d'humain,
dedans, où on va autre que le travail, autre que les prestations, autre que les services, autre que l'apport matériel. On est plus vraiment dans l'échange d'humains et dans ce mode de travail. Pour moi, la collaboration, c'est vraiment plutôt dans justement élaborer. C'est-à-dire que ça va être un petit peu dans... on va partager des idées, on va partager des idées, on va partager de la connaissance pour élaborer quelque chose ensemble. Donc c'est une co-construction, un peu en fait la collaboration. Et après, si tout se passe bien, on va coopérer pour mettre en œuvre quelque chose qu'on a co-élaboré. En fait, moi je le vois comme ça, c'est-à-dire que un peu qu'il y en a un qui est avant l'autre. Et en tout cas sur une idée qu'on crée ensemble. Après, il va falloir la mettre en œuvre et puis activer en fait des expertises et des métiers différents. Et c'est là on va demander à ces métiers différents de travailler ensemble et donc de coopérer parce qu'ils vont opérer quelque chose qui a été défini avant. Moi, je le vois comme ça. Je trouve ça superbe comme, disons, effectivement, élaborer, ça touchera plutôt au niveau des représentations, et coopérer, on sera plus dans l'œuvre, dans l'action, quoi. Et là, je pense que vous avez une partie de la réponse, je pense à moins que vous ayez voté. On va peut-être prendre, sauf s'il y a une réaction supplémentaire. Donc on va prendre, vous aviez encore une question ? Justement, dans le développement de partenariats avec des entités externes ou des entités en interne, comme dans une grosse structure qui développe des relations fournisseurs-clients, ça me semble nécessaire de comprendre les contraintes aussi de l'autre, pas seulement de voir les intérêts qu'on peut avoir en commun, mais je trouve que ça se pratique peu, c'est un peu compliqué, parfois un peu tabou. Donc, est-ce que vous avez des idées sur des manières pour justement mieux comprendre les contraintes de l'autre? Juste un petit témoignage de notre côté, puisqu'on travaille beaucoup avec EDF R&D. Il y a un certain nombre de projets où on est aussi partenaire avec eux. Donc on collabore. Dans un cas, on est prestataire, dans l'autre cas, on est partenaire. Et pendant longtemps, c'était un peu compliqué, et pour eux et pour nous, de jongler de positions de l'une à l'autre. Et ça va beaucoup mieux maintenant, et justement, depuis qu'on a pris le parti de dire les choses très clairement, c'est-à-dire de faire des points de partenariat, où côté FIMECA comme côté EDF, et ils ont beau être beaucoup plus nombreux que nous, et on a beau avoir besoin d'eux sur la partie prestation, quand on y va, en tant que partenaire, on dit clairement ce que nous on attend de ce partenariat. Après, eux disent ce qu'ils en attendent, on dit quelles contraintes on a, ils disent quelles contraintes ils ont, et ensemble on trouve ce qu'on fait dans ce partenariat. Et bien séparer les choses, dans notre cas, par rapport à la relation qu'on peut avoir à d'autres moments de prestataires, parfois pour les mêmes personnes, pour les mêmes équipes, où là effectivement on n'est pas dans la même relation. Ils ont un cahier des charges, on a une réponse, il y a d'autres prestataires possibles, voilà, on n'est pas du tout dans la même relation que quand on est dans le cadre d'une collaboration en partenariat. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un des exemples que j'avais en tête tout à l'heure en disant c'est important pour soi-même y trouver son compte, d'y aller avec suffisamment de confiance en soi. C'est-à-dire que tant que, et c'était dit aussi en évitant les implicites, c'est-à-dire qu'effectivement le premier moyen que les choses soient entendues, c'est qu'elles soient dites, quoi. Voilà. Bien sûr, il y a tout ça, et aussi ce qu'on peut essayer, ce qui marche pas mal, c'est d'aller voir ce qui se passe alors chez le partenaire, dans l'autre service, pour bien comprendre les contraintes. Donc ça va être alors soit de l'interview, soit aller tout simplement sur le terrain, soit même passer un peu du temps avec eux. Et même si c'est possible, tenir, je sais pas, essayer de faire avec eux pour bien comprendre quelles sont les contraintes. Et c'est ce qu'on recommande aussi quand on va travailler en transverse,
de s'assurer qu'on comprend bien quelles sont les contraintes des parties prenantes, et ça explique parfois pourquoi ils réagissent comme ça, parce qu'ils ont des contraintes, mais il faut les connaître, et pour connaître ces contraintes, il faut passer du temps. Il faut accepter d'aller voir, de visiter et de vivre ces contraintes-là. Passer le micro, s'il vous plaît. Je pense que ça sera la dernière question. Oui, c'est une question pour Delphine. Tu disais qu'il fallait s'adapter aux cultures locales, ce qui semble de bon sens. Mais qu'est-ce qui, une fois posé ce principe de l'adaptation, qu'est-ce qu'il y a comme extrait-sec, comme chose universelle en matière de collaboration dans cette affaire de l'expérience employée? Ce qu'on va chercher en tout cas, ça va être le développement de la personne. C'est-à-dire que c'est une collaboration pour que la personne se développe. Quel que soit son niveau d'études, quel que soit son domaine et quelle que soit sa culture. Et on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si la personne ne se développe pas, n'est pas satisfaite de sa vie au travail, on loupe quelque chose dans la collaboration. Parce que ce n'est pas un indépendant qui vient dans une entreprise, hein. On est un lieu social. Et donc, s'il n'y a pas de relation, que cette relation n'est pas source de développement, on a loupé quelque chose. Donc, ce qu'on va essayer, justement, c'est de favoriser ce développement au sein de tout un tas de choses dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais ce qu'on va rechercher, c'est vraiment le développement de la personne au sein de l'entreprise et qui, normalement, doit être accompagné d'un développement de l'activité. Mais ce développement individuel, en tout cas pour moi, s'il est réussi, ce sera vraiment le gage d'une bonne collaboration. Alors peut-être juste pour conclure définitivement, est-ce que les autres peuvent avoir justement une réaction par rapport à ça? Est-ce que vous trouvez du développement personnel dans vos expériences de collaboration? Oui, forcément, et je trouve qu'il y a une force du collaboratif qui est enrichissante, et c'est ce que j'essaye de transmettre dans mon métier et autour de moi, parce que j'y crois et c'est vraiment quelque chose qui peut apporter du bien-être au travail. Disons que moi, quand vous avez parlé, j'ai pensé à Emmanuel Mounier, le philosophe, vous savez, de la personne. Et ça fait plaisir d'entendre que dans une entreprise aussi grande que Michelin, mais que cette dimension de la personne est aussi, disons, explicite, parce que souvent, disons, on est dans des modèles qui chosifient un peu les gens, enfin, c'est des variables d'ajustement. Donc on est en train de se rendre compte que la personne est un facteur de compétitivité, mais je pense que déjà chez Michelin, c'était dans la philosophie de chez Michelin. Donc est-ce que l'entreprise peut se passer de philosophie? Visiblement non. Mais parfois certains pensent qu'ils peuvent le faire. Ben non, on a besoin de philosophie, on a besoin d'idéaux, sinon ça ne fonctionne pas. Oui, on connaît tous des artistes qui ont été magnifiés par certains metteurs en scène, au cinéma, au théâtre, qui, à certains moments, sont sortis de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et donc, oui, il y a cette capacité aussi de chaque projet d'aller développer des territoires inconnus pour un artiste. Oui, également, complètement, oui, tout à fait. Je pense que la différence, les complémentarités, ça enrichit forcément le fait de... j'ai bien aimé ce que tu as dit tout à l'heure sur l'importance d'aller voir chez l'autre aussi comment ça se passe et sur place de bien comprendre ses contraintes. En fait, forcément, en connaissant mieux ça, on s'enrichit aussi. Et oui, donc complètement, oui. Également, oui, sur l'enrichissement personnel que peut apporter la collaboration, de pouvoir échanger et apprendre des autres. On allait voir à côté, on allait voir au-dessus, en dessous, tout ce qui peut se passer et se développer personnellement, professionnellement là-dedans.
Bien, merci à tous. Donc on va s'arrêter là pour cette partie et puis passer aux exercices pratiques. Donc pour ceux qui étaient là ce matin, ça va être à peu près la même chose. Donc on va faire un marché aux idées. Peut-être le rendu ne sera pas tout à fait le même, mais on va commencer par vous mettre en mouvement. Donc on va refaire comme ce matin, aller se mettre là-bas. Et puis on va vous proposer de poser les questions que vous avez envie de traiter en atelier, si ça vous convient. Merci en tout cas à nos intervenants qui peuvent évidemment participer à l'atelier.